Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce club international de 28 minutes samedi, avec comme chaque semaine nos invités qui viennent d'au-delà de nos frontières pour nous apporter leurs regards étrangers sur l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, le rôle trouble que veut jouer la Russie pour peser sur l'issue de nombreuses élections qui vont se succéder cette année en Europe comme aux États-Unis. Le Kremlin a bien l'intention d'aider tous les partis et candidats à même d'affaiblir nos démocraties occidentales. Notre tâche est de soutenir de toutes les manières possibles les partis politiques anti-système en Occident, en les aidant ouvertement et secrètement pour obtenir des résultats corrects aux élections. Alors, doit-on vraiment redouter l'interventionnisme de Moscou, en particulier sur le résultat de la présidentielle américaine en novembre et sur celui des élections européennes du mois de juin ? Nous accueillerons également notre invitée du samedi, la chanteuse et comédienne belge Elena Noguera. Sur scène, elle lit les textes de la peintre mexicaine Frida Kahlo, ces mots intenses pour raconter la passion, la douleur, mais aussi la solitude et l'ennui. Et nous retrouverons en fin d'émission, évidemment, l'étourdissante Alix Van P. Salut Alix. Salut Renaud. Alors c'est quoi le menu ce soir ? Eh bien ce soir, je vais vous parler de Carolina Chino, la Miss Japon, ou plutôt l'ex-Miss Japon, qui a déjà rendu sa couronne pour une histoire d'adultère, entre autres. Allons bon, à tout à l'heure Alix, c'est le Club international de 28 minutes samedi, ça commence tout de suite. Valérie Brochard. C'est moi. Même le samedi alors ? Toujours. Ah, là, on s'est déjà vu hier, on se revoit aujourd'hui, c'est Exactement, toujours un plaisir. Je ne me lance pas Valérie, je ne me lasse pas de vous bien sûr et vous non plus. Voilà, j'espère. Vous étiez un petit peu... Non, c'est la visite du samedi soir, c'est pour ça vous perturbe. Bienvenue à vous Jean-Mathieu, bienvenue à tous les deux, ravi de vous accueillir. Et voici nos invités de ce soir avec une petite nouvelle d'abord, et nous sommes ravis de vous accueillir. Isabelle Durand, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous avez un CV long comme le bras, bravo à vous. Vous avez été notamment patronne du Parti écologiste belge, vice-première ministre de Belgique, mais aussi vice-présidente du Parlement européen. Et vous avez publié « Le monde d'ici commence ailleurs » aux éditions Couleur Livre. Ravi de vous accueillir. À vos côtés, on retrouve Mariam Pierzadeh. Bonsoir Mariam. Rédactrice en chef à France 24. Et puis là-bas, j'aperçois John Henley. Hello. Bonsoir. Welcome John. Correspondant Europe, bien sûr, rappelons-le, pour le quotidien britannique The Guardian. Et puis au pupitre, c'est notre ami Dorte Landschulz. Guten Abend. Guten Abend, willkommen Dorte. Vous êtes bien sûr dessinatrice de presse à l'hebdomadaire allemand Stern. Bienvenue à tous. Tout de suite, on va commencer, Valérie, avec la première actualité de la semaine. Il s'agit du bénéfice record empoché par un grand groupe français. Et oui, Renaud, Total Energy a réalisé le plus gros bénéfice de son histoire en 2023, soit 21,4 milliards de dollars, ou si vous préférez, presque 20 milliards d'euros. Des revenus qui proviennent essentiellement du pétrole et du gaz, ce qui exaspère profondément la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Total, c'est une machine à cash sur le pétrole et sur notre capacité à vivre demain. Il faut aujourd'hui qu'on arrête cette machine à cash. C'est-à-dire qu'il faut prendre cet argent, le remettre au pot commun pour permettre la sortie des fossiles. Les fossiles, c'est 90% des émissions de CO2. Donc aujourd'hui, on a une entreprise qui fait des profits sur notre capacité à vivre demain. Alors Cyrielle Châtelain s'emporte, mais Total Energy a promis d'investir dans la transition écologique et revendique même sa place de numéro 1 dans la promotion des énergies renouvelables. Isabelle Durand, est-ce que vous leur dites merci et bravo à cette entreprise qui vise la neutralité carbone pour 2050 ? Alors, bravo et merci, non. Je pense que ce volume de bénéfices est évidemment assez troublant, peut-être un peu choquant, surtout pour les consommateurs qui ont des factures très lourdes pour le moment. Mais en même temps, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce à quoi ils vont allouer ce bénéfice. Et ça, c'est autre chose, parce qu'ils nous annoncent du bas carbone à 30%, mais dans ce bas carbone, il y a aussi les centrales à gaz électriques, les centrales électriques à gaz qui vont servir de transition, donc le bas carbone relatif. Deuxièmement, on nous annonce en effet une neutralité carbone en 2050, mais c'est pour les installations de Total Energy, c'est pas pour la production, c'est pour les installations. Et puis moi, ce qui me choque, c'est que à côté des 30% dont ils disent qu'ils vont les investir dans les énergies renouvelables, on investit, et Total Energy investit des montants considérables dans un nouveau oléoduc entre l'Ouganda et la Tanzanie, 1300 km d'oléoduc, nouvelle extraction, et
donc, ils font exactement le contraire de ce que l'Agence internationale de l'énergie préconise, à savoir plus de nouveaux projets. Les moyens doivent être mis sur le renouvelable et plus sur de nouveaux projets. Alors, Mariam Pierzadeh, les profits, c'est bien, mais ça dépend ce qu'on en fait. C'est ce que, si je comprends bien Isabelle Durand, c'est-à-dire que 21 milliards, en même temps, si ce sont effectivement des investissements qui permettent de financer la transition écologique, ça, ce serait profitable pour tout le monde. Oui, puis visiblement, cet argent a été reversé à leurs actionnaires. Ils ont eu des primes. Donc effectivement... Pas intégralement. Pas intégralement, Non, pas intégralement. mais ils ont eu plus de primes que d'habitude. Alors, ils ont voulu un peu se prémunir de ça. La veille, ils savaient que les résultats allaient être très bons. La veille, ils ont publié tout ce qu'ils faisaient pour la France, leur contribution, 6 milliards d'euros dépensés depuis 2020. Finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais s'il n'y avait pas de profit, pardon, excusez-moi de vous interrompre, s'il n'y avait pas de bénéfice, il n'y aurait aucun financement potentiel pour la transition écologique. En même temps. Oui, effectivement, mais en fait, il y a un message contradictoire qui est envoyé. Effectivement, ce qu'on disait, c'est de nouveaux projets. Il y a l'Ouganda, mais il y a aussi d'autres pays. Il y a des contrats avec le Qatar sur le gaz. Il y a la temporalité aussi du moment où sont publiés ces chiffres avec la facture énergétique qui explose. Il y a 12 millions de Français quand même qui sont précaires, qui sont jugés comme énergétiquement précaires en France. Il y a la colère des agriculteurs aussi sur le prix des carburants. Donc la temporalité et le moment de l'annonce, effectivement, tombent très mal et ça envoie un message que je trouve contradictoire. Il n'empêche, John Henley, qu'en proportion, quand on gagne autant d'argent et qu'on dit l'investir aussi dans les énergies renouvelables, c'est plutôt une bonne chose ? Oui, jusqu'à un certain point. À un certain moment, je pense qu'il va falloir prioriser. Et le fait est que Total reverse à peu près 3 fois plus en dividendes, donc, mais 3 fois plus dans les poches de ses actionnaires qui investissent dans les renouvelables. Mais c'est un groupe privé. Alors, comment faire, voilà, c'est ça le problème. C'est que la France a choisi de ne pas imposer de taxes vraiment, de super taxes sur les super profits. L'Italie, l'Espagne, même la Grande-Bretagne a choisi de le faire. Et je pense que le problème, c'est que ça urge. Je veux dire, 2023 a fini comme 2024 a commencé, c'est-à-dire avec une pluie de records absolus de température, de sécheresse, etc. Il semble que cette année, on risque vraiment sérieusement de franchir la barrière de 1,5 degrés. Alors, le problème, c'est qu'en effet, ça va vite, ça se réchauffe, mais quand on a vu là, des manifestations d'agriculteurs, où eux, ils disent non, ça va trop vite, justement. Nous, on voudrait que ça ralentisse. C'est encore une fois la preuve qu'on n'a pas encore saisi en tant que société, ni les corporates, ni les multinationales, ni les citoyens, ni les agriculteurs, l'ampleur du défi. Et ça, c'est la prise de conscience, mais sur le plan concret, y compris matériel, financier, pour un certain nombre de professions, notamment les agriculteurs, et pas seulement en France, d'ailleurs, on voit que c'est extrêmement coûteux, la transition écologique. Comment est-ce qu'on fait pour la prendre en compte ? Justement, donc, puisqu'elle est coûteuse, il faut qu'elle soit cofinancée par ceux qui font du bénéfice sur les énergies fossiles. C'est logique. Par contre, ce que moi je conteste également, c'est le fait que les investissements en matière d'énergie renouvelable, où se font-ils ? Ils se font en France, tant mieux pour la France, ils se font dans les pays industrialisés, mais jamais dans les pays du Sud. Parce que dans les pays du Sud, les pays émergents, ceux qui justement auraient besoin de soutien pour cette transition, parce que nous, les Européens, on va leur faire la leçon en leur disant, nous, on fait des efforts, on a le Green Deal, même s'il est contesté, etc. On a pris des engagements, vous ne faites rien, même si vous émettez peu. Donc on doit soutenir la transition et investir chez eux. Et j'aimerais bien que Total Energy investisse aussi dans le Sud. Justement, investir dans quoi, Dorteland Schulz ? Vous avez une proposition, hein ? Oui, j'ai une petite proposition. Énergie renouvelable, les géants du pétrole jouent un autre jeu. Mes actionnaires même, un peu, beaucoup. Merci Dorte. Alors on évoquait la difficulté aussi pour certaines corporations, certaines professions comme les agriculteurs justement de suivre la transition écologique. Justement, c'est l'heure de l'inspection du personnel par notre ami Olivier Bouquereux, qui récompense chaque samedi son employé de la semaine. Et ce soir, il se penche sur le cas du roi du poulet ukrainien, qui est dans le viseur des agriculteurs européens, Yuri Koziuk. Nous sommes tous des employés, celui de la semaine fait le coq avec ses poulets ukrainiens, prend les agriculteurs européens pour des jambons et Macron pour un dindon. Welcome to Ukraine. You will meet the best people in the best place to be successful.
Yuri Kosyuk, homme d'affaires ukrainien de 55 ans, ancien courtier, fondateur de Myronivsky Liboprodukt, soit MHP, plus grosse entreprise alimentaire du pays, 32 500 salariés, pour 700 000 tonnes de volailles produites par an et exportées vers 72 pays. 80% du poulet ukrainien qui débarque en Europe, c'est lui, d'où son surnom médiatique évident de roi du poulet. Mais trop, c'est trop, notre président vient de lui voler dans les plumes, gentiment pour défendre bec et ongles nos poules à nous. Pour le poulet, on est passé de 90 000 tonnes à 200 000 puis 300 000 tonnes. Et ça profite à qui, aux trois quarts? À un groupe, détenu par un milliardaire. Objectivement, on n'a pas envie de faire l'argent de ce monsieur. Flashback à la fin des années 80, quand cet étudiant normal de l'ère post-soviétique saisit les opportunités qu'on ne lui tend pas. La chute de l'URSS le booste, lui et sa génération, pour créer une nouvelle économie, nouveau style de vie, nouveau pays. Un self-made man, comme on dit en Russie. Якщо кожний коло своєї хати зробить такий порядок, який ми не зроблений тут, то Україна буде виглядати як Західна Європа. Yuri Kosyuk est aussi un homme d'influence qui était nommé en 2014 au poste de premier chef adjoint de l'administration présidentielle, puis conseiller de l'ex-président Petro Porochenko. Signe extérieur de richesse, nombreux, Lamborghini, avions, yachts, mais le plus visible, c'est sans aucun doute ce palais à Kiev, à 2 pas de son bureau par une route privée, une bicoque qui pourrait paraître trop grande à première vue, mais non, ça sert toujours d'après Madame Kosyuk en personne. Fait d'armes, mon petit poulet a été distingué en 2008 du titre de héros de l'Ukraine, plus haute distinction décernée par le gouvernement. Mais il déploie aussi ses ailes en pleine guerre pour distribuer généreusement sa volaille à tour de bras. Et finalement, pourquoi lui? Parce que nos agriculteurs n'y laisseront pas toutes leurs plumes à cause d'une poule aux œufs d'or. Cocorico. Mariam Pirzadeh, comment expliquer que le choix politique de soutenir l'Ukraine attaquée par Vladimir Poutine et par la Russie aboutisse aussi à ce genre de conséquences? Effectivement, alors c'est le roi du poulet ukrainien, mais en fait, ça a créé une colère en France. Mais la colère, elle est partie aussi des pays limitrophes, voilà, de l'Ukraine. Il y a eu la Pologne, la République tchèque, qui ont dénoncé le fait qu'il y a eu un blanc-seing et assez peu de contrôle sur le fait qu'il n'y avait plus du tout de droits de douane et que du coup, on était inondés. Alors, il n'y a pas que le poulet, il y a aussi le blé, les céréales. Donc, il y a énormément de choses. Mais ça prouve qu'il y a assez peu de contrôle quand on voit à quel point il étale sa richesse, à quel point voilà, il s'est enrichi sur cette exemption qu'il y a eu, et se pose aussi un problème sur l'environnement, puisque cette agriculture intensive pose des questions d'environnement, d'émissions de gaz à effet de serre en Ukraine. Il y a plus de 30%, je crois, durant la dernière décennie sur cette agriculture intensive, alors qu'on demande à nos agriculteurs en France de respecter des normes. Voilà. Ça illustre aussi, si je puis me permettre, une forme de cécité, j'allais dire, de votre Europe, Isabelle Durand, puisque vous avez été vice-présidente du Parlement européen. Le choix politique de l'Europe de soutenir l'Ukraine, qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment, au contraire, pour des raisons politiques face à l'agression russe, a provoqué un certain nombre de conséquences comme cette concurrence agricole déloyale que personne n'a vu venir parmi les responsables européens. On n'a pas vu venir. Témoignant en connaissance de cause. Bon, c'est bien de le reconnaître. Mais donc, je crois que ces poulets ukrainiens, on discutera de tout ça dans l'adhésion, le processus d'adhésion de l'Ukraine. C'est clair que l'agriculture et l'élevage vont être un point clé très difficile et très épineux. Mais ces poulets, c'est un peu comme les bœufs du Mercosur, où on échange des voitures allemandes contre des bœufs. Sauf que le Mercosur n'est pas signé. Il n'est pas encore signé. Mais enfin, je veux dire, c'est ça aussi, parce que la colère des agriculteurs ici, chez nous, en Europe, c'est à la fois, bien sûr, les poulets, mais c'est aussi le danger du Mercosur. C'est une série d'autres questions qui sont tout le modèle agricole européen qui est aujourd'hui complètement à bout de souffle. Je pense que c'est un modèle qui ne fonctionne plus. C'est un modèle qui appauvrit tout le monde, qui appauvrit d'abord, je dirais, les petits paysans, pas les tout gros, évidemment, qui sont protégés. C'est un système qui va encore trop loin dans la subvention à l'hectare. Ce n'est pas la surface qui devrait justifier les subventions. Et puis, c'est un système dans lequel, objectivement, on est en train d'appauvrir les sols, d'appauvrir les ressources, d'appauvrir la biodiversité. Donc, je pense que quand Mme von der Leyen supprime ou annonce qu'elle va supprimer la législation sur les pesticides, ça ne va rien arranger. On doit faire la transition, mais on doit la faire en changeant le modèle, et pas seulement en le corrigeant à la marge. Mais c'est quand même un système, n'est-ce pas, d'orteux, qui fait le bonheur de quelques-uns et qui nourrit donc leurs ambitions quasiment sans limite. Oui, absolument. Le roi du poulet ukrainien, un homme ambitieux,
Bientôt roi de l'Angleterre. Non, n'ayez pas peur, John, n'ayez pas peur. John Hellel a un peu mal pris. Alors avec vous, Valérie, nous allons maintenant rendre visite à, nos chers voisins européens. Ce soir, on prend le ferry pour l'Irlande du Nord, qui s'est donné une nouvelle première ministre qui pourrait bien faire prendre un virage historique à son île. Et oui, Renaud, je vais vous parler d'une femme qui a gagné les élections législatives de la province d'Irlande du Nord. Et Michelle O'Neill savoure une victoire, vous l'avez dit, historique. Well, it is a huge historic moment in our history here. The fact that this is a day that many people wouldn't have thought was possible. We've had a difficult past, a turbulent past. A lot of harm was caused in the past. And I think it's so important that here in 2024, when we've just celebrated the anniversary of the Good Friday Agreement last year, that we very much look towards the future. Et oui, c'est historique parce que la nouvelle chef du gouvernement d'Irlande du Nord est catholique, républicaine, vice-présidente du parti nationaliste Sinn Féin et donc militante pour la réunification de l'Irlande. Le Sinn Féin, c'est la vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui affrontait il y a 25 ans encore les forces britanniques. 30 ans de guerre stoppée par, elle en parlait, les accords du Vendredi Saint qui ont créé donc, cette assemblée locale d'Irlande du Nord, gouvernée par un Premier ministre sorti gagnant des urnes et par un vice-premier ministre qui, lui, est issu du groupe d'opposition le plus conséquent. En mai 2022, pour la toute première fois depuis la fin du conflit, c'est le parti Sinn Féin qui est arrivé en tête. Premier coup dur pour les unionistes. Mais rajoutez à cela le fameux protocole né du Brexit qui, pour éviter de construire un mur entre Belfast et Berlin, avait symboliquement repoussé la frontière dans la mer d'Irlande entre les deux îles, ce qui éloignait les unionistes de la couronne d'Angleterre. Eh bien, ça donnait de bonnes raisons de boycotter les institutions. Depuis mai 2022, blocage de la région, pas de gouvernement. Mais quand un nouveau texte a été signé la semaine dernière, réduisant les contrôles douaniers entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, alors là, d'accord, les protestants ont arrêté de bouder, libérant au passage une enveloppe de 3,3 milliards de livres de subventions envoyées par Londres et Michelle O'Neill, donc de pouvoir gouverner. Elle assure vouloir travailler en bonne intelligence avec sa vice-première ministre, donc Emma Little-Pengelly, fervente britannique, mais les unionistes restent évidemment très méfiants et pour cause. Michelle O'Neill parle du nord de l'Irlande et non pas de l'Irlande du Nord. Elle a gagné les législatives avec une promesse, imposer un référendum sur l'unification de l'Irlande. Dans moins de 10 ans, je vous regarde évidemment, John Hellel. Est-ce que c'est envisageable, c'est imaginable et comment l'arrivée de cette nouvelle première ministre est perçue côté britannique? C'est vrai, évidemment que c'est historique. C'est vraiment un moment historique, mais c'est pour l'instant, je pense, plutôt symbolique qu'autre chose. C'est-à-dire que malgré le Brexit, qui était un facteur majeur, comme vous avez très bien expliqué, malgré le fait qu'il y a plus de catholiques maintenant dans l'Irlande du Nord que de protestants, en fait, l'opinion publique n'a pas énormément changé. Il n'y a qu'à peu près 30% des électeurs dans l'Irlande du Nord qui sont pour la réunification. Et surtout, l'organisation d'un tel référendum sera le choix du gouvernement britannique à Londres. Et pour l'instant, il n'y a aucune chance. Ce n'est pas envisageable à Londres je pense pour un bon moment. Ça peut évidemment changer. Mais pour l'instant, je pense qu'il y avait pas mal d'espoir dans la République après le Brexit, qu'il y aura un vrai mouvement pour la réunification de l'île. Ça n'a pas eu lieu. Isabelle Durand, comment vous regardez les choses, vous ? Mais je pense aussi que c'est un moment tout à fait historique et je pense que dans d'autres moments... Mais symbolique, c'est aussi une conséquence indirecte du Brexit. C'est une conséquence, bien sûr. On s'est remis à discuter de tout ça à cause du Brexit, sinon on n'en aurait pas parlé, ou en tout cas les choses auraient été différentes. Mais je pense que l'Europe ou l'Union européenne a en son sein aussi une autre réunification bien ancienne des deux Allemagnes. C'est une histoire, je ne dis pas qu'on est dans un contexte complètement différent, mais je crois quand même qu'il faut croire dans cette possibilité. Alors, la difficulté... C'est une histoire financière aussi, c'est un coût gigantesque. En Allemagne, ça avait là, ce sera le cas aussi. Il y a toujours une affaire financière, mais le financier et la politique doivent à un moment donné se rencontrer. Et moi, je veux faire le vœu qu'on y arrive, même si c'est à la Grande-Bretagne elle-même de demander ce référendum, ce qui est évidemment peu probable. Vous l'évoquiez à l'instant, le précédent allemand, Isabelle Durand, c'est pas si facile, Dortmund Schulz. Oui, nous, on est un peu des experts dans la question.
Irlandais, pour la réunification, demandez conseil aux experts. Réunification, laissez tomber, ça n'apporte que des emmerdes. Merci Dorte. C'est maintenant l'heure de la une hexagonale. C'était mercredi à la une de la Dépêche du Midi. Charles III, un cancer et des questions. Buckingham a fait preuve de transparence en révélant cette semaine que moins de 18 mois après son accès au trône, le roi Charles III est donc atteint d'un cancer, mais une transparence partielle, puisque ni la nature de ce cancer, ni le stade de la maladie n'ont été précisés. John Henley, comment les sujets de Sa Majesté, dont vous êtes, ont accueilli donc cette nouvelle cette semaine, et surtout quelles sont précisément les questions qu'ils se posent depuis cette annonce? Écoutez, je pense d'abord, comme vous l'avez dit, ils ont apprécié la transparence. Il n'y a que 2 générations que ça. Le grand-père de Charles, Georges V, ses médecins, ses propres médecins, lui ont caché l'existence de la diagnostic de son cancer des poumons. Là, 2 générations plus tard, il y a Buckingham Palace qui se fonde d'une déclaration formelle. Donc ça, c'est apprécié. Après, évidemment, c'est un choc. Je veux dire, humainement, je pense que c'est un choc pour tout le monde. Tous les Britanniques espèrent que le roi va s'en sortir. Quand vous dites c'est apprécié, mais les Britanniques, ils veulent en savoir plus, en quelque sorte, sur l'état de santé plus précis du roi aujourd'hui? Ils aimeraient bien, je pense, mais je pense qu'ils comprennent suffisamment le comportement du palais pour savoir que ça ne va pas vite venir. Non, mais le problème évidemment, c'est qu'on était... déjà, le pays était très bousculé par la mort de sa mère, de la reine Elisabeth. On savait tous que la règne de Charles, vu son âge, allait être bien plus courte que celle de sa mère. Mais là, on est confronté à un nouveau changement. Mais juste une chose aussi, Marine Pierre-Zélet, est-ce que ça vous a étonné de voir cette réaction mondiale finalement? Alors on sait qu'il y a le Commonwealth, forcément, tout le monde en parle, mais là on l'a vu même aux États-Unis, dans les talk-shows, partout, en France, surtout nous on en a fait, mais alors vraiment énormément quand même pendant 2 jours. Ça vous a étonné ça? Non, ça m'a pas étonné parce qu'en fait on a tous grandi avec la famille royale. Alors nous, en bons républicains, on suit les péripéties de la famille royale, mais je suis d'accord avec vous, on ne sait pas vraiment de quoi est morte la reine. Et là, même, il se fait opérer de la prostate, il l'annonce pour pousser les Britanniques à se faire tester. Là, il y a un cancer, il y a aussi une chape de plomb autour de Kate. Et surtout, on se dit, mais quel destin de cet homme qui attend depuis des décennies d'être roi, et même pas 1 an. Ça fait même pas 1 an qu'il est roi, son couronnement était le 6 mai. On lui diagnostique un cancer. Donc il y a forcément aussi... C'est la série The Crown qui continue, en fait. Voilà, la dimension humaine... On a un peu de peine pour lui. Un homme extrêmement patient, comme vous le disiez, et puis aussi un conducteur prudent, n'est-ce pas, Dorte? Oui, très prudent. Donc Charles III ne comprend pas pourquoi il a un cancer. J'ai pourtant mené une vie saine en évitant tous les tunnels parisiens. Merci, Dorte Landschulz. Valérie, nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité. Ce sont ces nombreuses élections qui vont se dérouler cette année, un peu partout en Europe et aux États-Unis en particulier, et le rôle trouble que pourrait bien jouer à l'occasion de ces scrutins la Russie. Et oui, figurez-vous qu'un ancien président, Dimitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a déclaré samedi dernier vouloir aider certains partis politiques occidentaux. Alors on pense évidemment à l'élection du 9 juin prochain. Pour l'Europe, on pense plus tard en novembre aux États-Unis. La Russie veut soutenir les candidats qui lui sont favorables. Et ce message publié en russe sur Telegram, dont voici la traduction, on le regarde tout de suite. Notre tâche est de soutenir de toutes les manières possibles les partis politiques anti-système en Occident, en les aidant ouvertement et secrètement pour obtenir des résultats corrects aux élections. Ouvertement et secrètement, comment vous le comprenez ? Ouvertement et secret. Ouvertement, c'est clair, et ça a déjà eu lieu pour l'élection américaine précédente. Les choses ont été établies, donc c'est pas... En effet, c'était clair. Celle de 2016, oui. En 2016, donc ça risque de se répéter pour les élections américaines. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, secrètement, c'est aussi des pressions, des espionnages, de la cyberpiraterie à l'égard d'une série aussi de candidats aux élections européennes. Oui. On a aussi discuté beaucoup au Parlement européen récemment du fameux logiciel espion Pegasus, qui est aussi
aussi un logiciel qui est, bon, bien sûr, il s'attaque soit à la vie privée, mais ce faisant, il s'attaque aussi à la démocratie, ou en tout cas à des personnes visibles ou engagées démocratiquement. Et donc, oui, il y a quand même des inquiétudes à avoir sur à la fois l'annonce que c'est fait ouvertement, mais aussi l'annonce que c'est fait secrètement, parce que ça aura lieu immanquablement. Et je pense que les élections européennes, mais aussi dans d'autres pays, des élections nationales qui vont avoir lieu, on doit se méfier de ça et on doit commencer à construire aussi des barrières pour s'équiper contre ces manipulations potentielles. Je pense aussi qu'entre Trump et les Russes et Poutine, il y a évidemment un lien. Oui. On a vu qu'on y reviendra. Oui. Mariam Pirzadeh, on est un peu en train de fantasmer tout ce qu'on peut imaginer, où il y a vraiment des craintes réelles. Il y a des craintes réelles, on le sait. D'ailleurs, Evgeny Prigojine, celui qui a dirigé Wagner, qui a été tué dans un accident d'avion, l'avait reconnu qu'il y avait des ingérences russes, donc on ne fantasme pas du tout. On voit bien que ça a été établi lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Il y a un vrai risque sur les élections européennes. Juste sur les élections américaines, on le sait, ça fait 4 ans, des années, enfin même avant, et rien n'est fait pour sécuriser les machines de vote aux États-Unis. En fait, les Russes, les Chinois connaissent très bien nos démocraties, connaissent les failles de nos démocraties et jouent avec. Et rien n'est fait, finalement. Il y a une sorte d'opacité sur ce problème. John Enles, si on évoque juste l'Europe, on reviendra sur le cas des États-Unis dans un instant, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre un peu nos fantasmes pour des réalités? Je m'explique. C'est pas simplement la main de Moscou qui explique la progression d'un certain nombre de partis populistes ou dits d'extrême droite un petit peu partout en Europe, et y compris en France. Ou est-ce que tout est de la faute de Vladimir Poutine? Non, bien sûr que non. Et la montée des populismes et de l'extrême droite, c'est très bien documenté. On comprend très bien les raisons aussi. Et les raisons, il y en a des raisons qui sont bien européennes. Mais c'est vrai en même temps que le but, on le sait, et ça ne pourrait pas être plus clair, le but de Vladimir Poutine, c'est de déstabiliser, d'affaiblir l'Union européenne. Et il a soutenu, ça on le sait, il a prouvé, il a soutenu le Brexit, il va soutenir les partis qui précisément il va soutenir anti-européens. Oui. Donc, c'est-à-dire, Viktor Orban, par exemple. Les partis plus nationalistes, les membres de l'ECR, de l'IDE, etc., les partis plus nationalistes. Et à gauche, à droite, d'accord, et à gauche aussi? Par exemple, il y a des partis, on le sait, anti-système et anti-européens à gauche. Tout à fait. Et ils ne risquent pas d'avoir autant de succès dans ces élections que les partis d'extrême droite. Oui, c'est sûr. Mais tout à fait, je pense qu'ils cherchent tout. Et on le sait qu'il y a des usines de trolls à Saint-Pétersbourg. On sait qu'il y a eu du cyberpiratage, qu'il y a du document qui ont été traités. Toutes les preuves sont là. Et comment on se protège, justement, Isabelle Durand? Alors, c'est compliqué parce qu'évidemment, on apprend et en même temps, on ne réagit pas ou on ne réagit pas suffisamment vite. On doit évidemment, normalement, on devrait réguler beaucoup mieux l'ensemble des systèmes. Alors, l'Union européenne n'est pas la plus en retard avec son Digital Act, etc. Service Act, oui, j'allais vous en parler. Avec toujours le risque d'empiéter sur la liberté d'expression. Alors, c'est bien ça la difficulté. On devrait avoir une régulation, je dirais, mondiale, parce que par définition, ce genre de réseau, ça ne se fait pas à l'échelle nationale. Mais si on veut faire ça, on a d'un côté les Européens qui réfléchissent en termes de protection de la vie privée, les Chinois qui réfléchissent à partir d'un système tout à fait autoritaire qu'ils contrôlent, et les Américains uniquement sur l'intérêt finalement de leurs grosses compagnies. Et donc on a du mal à se mettre ensemble pour essayer de chercher. Mais on a quand même réalisé, on a arrêté d'être naïf. Je crois qu'on n'est pas naïf, on a la lucidité de voir, mais on n'a pas encore les outils d'action, à part l'éducation, le travail dans la durée, mais ça ne résoudra pas le problème pour les élections européennes. On va continuer dans un instant sur ces complicités plus ou moins occultes, mais d'abord un dessin de Dorteux. Entre potes, on est là l'un pour l'autre, du feu. Thanks. Merci Dorteux. Eh bien justement, ces potes, on va en parler de ces deux potes, Jean-Mathieu Pernin avec vous, puisque comme chaque semaine, vous avez encore passé votre temps devant l'écran, vous avez regardé la télé des autres et on va retomber sur Vladimir Poutine parce que vous avez en l'occurrence regardé une interview du président russe par un ancien présentateur de Fox News. Eh ben oui, c'était un peu fatigant parce que c'était dans la nuit jeudi à vendredi, tout de même. Et oui, voilà, j'ai regardé l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Alors dans la vie, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de réaliser ses rêves. Eh bien, figurez-vous que Tucker Carlson, lui, il semble avoir fantasmé cette rencontre depuis longtemps, tellement impatient que dès l'introduction de son entretien avec le président russe, le journaliste en est déjà tout ému. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of western Ukraine.
So our opinion would be to view it in that light as a sincere expression of what he thinks. Voilà, on sent que ça va bien être objectif et donc ça n'arrêtera pas. Donc pendant 2 heures durant lesquelles Vladimir Poutine va dérouler sans aucune contradiction, 120 minutes pour parler de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Alors le maître du Kremlin ne se justifie jamais, mais il explique beaucoup. Il explique qu'il est attaqué par l'OTAN, il explique qu'il doit dénazifier bien sûr l'Ukraine, qu'il n'envahira pas la Pologne ni la Lettonie. Il explique surtout qu'il veut la paix à une seule condition, que la Russie gagne bien sûr. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. Il est poussé dans sa retranchement. Ah oui, complètement, on le voit. Alors ça, c'est la partie de l'interview qui nous est adressée à nous, Européens, voisins de la Russie. Une autre, faite par Petite Touche, concerne un public américain. Et Tucker Carlson, il a été choisi pour ça, parce qu'il s'est fait le défenseur de toutes les causes conservatrices pendant 7 ans sur la chaîne Fox News. Aujourd'hui, il œuvre sur X. Il est très proche de Donald Trump, notamment concernant moins d'aide à l'Ukraine. Et justement, il va poser une question sur ce sujet. La question, c'est que pense-t-il des milliards de dollars donnés par Washington à Kiev, et que ferait-il si les soldats américains débarquaient dans le Donbass? Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? C'est quand même bizarre, on se croirait dans une primaire dans le Nevada. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, cette étrange coïncidence. Et ce genre de propos qu'attendait Carlson, et ce pourquoi les médias américains l'ont suivi toute la semaine à Moscou, notamment on l'a vu au Bolchoï, entre autres. Au final, dans cette interview, aucune révélation, mais des médias conservateurs américains qui saluent le travail du journaliste, semant la graine du doute à grande échelle concernant le soutien à l'Ukraine. Tucker Carlson donc, a renouvelé le genre de l'idiot utile. D'ailleurs, à la fin de l'entretien, on sent que même peut jaillir une petite larme. Shall we end here, or is there anything else? No, I think that's great. Thank you, Mr. President. Voilà, l'amitié entre deux hommes, c'est quand même quelque chose. John Henley, est-ce que là, on a pu voir le soutien clairement de Vladimir Poutine à Donald Trump? On a pu voir certainement, surtout, comme vous l'avez très bien dit, le rôle d'idiot utile que peut jouer quelqu'un comme Tucker Carlson, que moi, la chose qui m'a le plus sidéré, c'était l'idée il a vanté lui-même et aussi tous ses soutiens aux États-Unis qu'il allait à Moscou pratiquer du vrai journalisme. Ça, voilà. Alors que généralement, les gens qui pratiquent du vrai journalisme en Moscou, ils finissent généralement en prison ou même morts. Myriam Pierzadeh, quand on connaît cette personne qui agit tout le temps des thèses complotistes, pour eux, les grands médias ne peuvent plus rien dire. Ça veut dire qu'en fait, ils s'adressaient aussi à eux, aux fans de Vladimir Poutine aux États-Unis. Oui, exactement. Et c'est vrai que ça a énervé tous les journalistes du monde entier parce que Vladimir Poutine, tous les journalistes du monde entier veulent avoir son interview. Et il a quand même 2 compatriotes, 2 confrères qui sont en prison. Il n'y a pas eu un mot pour eux. Donc, bien il a dit à la fin qu'il ne le libérait pas, d'ailleurs. Oui, il ne le libérait pas parce qu'il veut un échange contre un ancien des services secrets. Mais bien sûr, il lui a servi. Mais en fait, Vladimir Poutine s'est totalement adressé à ses conservateurs, à ses républicains et aux fans de Donald Trump. Et voilà en tout cas une arme de plus dans l'arsenal de Vladimir Poutine, Dortmund Schulz. Oui, c'est ça. Un drone kamikaze, bombe nucléaire, idiot utile. Je ne peux même pas dire laquelle de ces armes est la plus efficace. Merci Dort. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée du samedi, la comédienne et chanteuse Elena Noguera, qui incarne sur la scène de la Scala à Paris la peintre mexicaine Frida Kahlo. Bienvenue à vous, installez-vous. Alors vous vous emparez des mots de Frida Kahlo, ces mots intenses, vous lisez ses lettres, notamment celles qu'elle a adressées à son mari, le peintre Diego Rivera, des textes qui racontent la passion, la douleur, la solitude. Et vous dites, Elena Noguera, que ce personnage de Frida Kahlo vous fascine de longue date, que vous vous reconnaissez en quelque sorte un peu en elle. En quoi ? Alors, c'est pas de si longue date, mais disons que nous sommes rencontrés parce qu'on m'a fait une commande, on m'a demandé de faire des lectures de ses correspondances. L'année dernière. Hein. Donc, j'y suis allée professionnellement, j'ai fait la chose, et puis j'ai eu une espèce de révélation un peu mystique, et c'est très étrange, je ne sais pas du tout, je ne suis pas coutumière de ça.
Mais j'ai compris ces mots, c'est-à-dire que bizarrement, une fois que j'étais sur scène et que j'ai dit je me peins parce que je suis seule, j'entendais aussi quelque chose qui me parlait de moi. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de choses, j'écris des chansons, vous écrivez, vous chantez, vous jouez. Je joue au théâtre subventionné, je peux aussi jouer dans des séries plus populaires. Enfin, il y a une espèce d'éventail où les gens me posent un peu une question là-dessus, et en fait, c'est par la solitude. De faire un peu tout ça pour fuir la solitude, c'est ça qui vous a parlé dans le... Voilà, c'est ça. Dans les écrits de Frida Kahlo. J'allais y arriver. Vous me trouviez un peu trop longue, mais non. Et vous avez pu employer le mot mystique. Oui, il y a une forme de mystique. Vous avez entendu des voix, en quelque sorte. Non, pas vraiment. De Frida, peut-être. Pas vraiment, mais c'est vrai que s'avouer ça à un moment donné dans une vie qui est un peu cartésienne et qui met un peu à distance tout, je tiens tout à distance, les émotions, et d'un seul coup sur scène de me dire tiens, mais cette femme a souffert et je peux trouver une résonance entre ma propre souffrance et la sienne, et finalement parler aux autres de quelque chose qui nous regarde tous en propre. Et donc, pendant à peu près 1 heure sur scène, vous lisez donc ces lettres, ces correspondances. Il y en a eu des centaines et des centaines. Comment vous les avez choisies? Et quel est le fil conducteur de ces lettres? Alors, le fil conducteur, au départ, c'est Françoise Hamel qui l'a fait. Donc, elle a choisi suffisamment de lettres qui permettent, quand on les juxtapose les unes aux autres, de comprendre un peu un parcours, une vie. Entre-temps, comme moi, j'ai pris en main la chose en me disant faisons quelque chose d'autre que cette petite commande qui nous avait été faite dans un festival. Donc on a enlevé des lettres, on en a rajouté d'autres, et je vais rajouter petit à petit des extraits de son journal qui sont un peu plus poétiques, un peu plus abstraites, un peu plus douloureuses. Donc il y a une liberté, c'est comme un atelier, je me donne la liberté de faire évoluer ces lectures qui sont un rendez-vous tous les lundis, avec des choses qui vont m'inspirer. Donc on ne verra pas le même spectacle d'un point A à un point... Enfin, il faudrait prendre 3 rendez-vous pour voir un peu le début. Et puis, C'est un bon argument. Dans le rapport de Frida Kahlo, en particulier à Diego Rivera, et dans un certain nombre d'écrits, est-ce qu'il n'y a pas une forme... Alors, une passion, évidemment, mais une forme de dépendance, voire d'emprise aussi, quelque part, dans ces textes? Oui, on peut dire ça, vu de notre époque. Mais ce qui est joli, c'est qu'en fait, on commence par ça, on voit l'emprise, et puis cette soumission, et elle est un peu subordonnée à cet amour et à cet homme tout-puissant. Et en même temps, elle va complètement se révolter, elle ne se laisse pas faire, elle va prendre des amants, elle va le tromper avec Trotsky, elle va avoir des maîtresses, elle va essayer la bisexualité, et cette femme qui s'impose avec de la moustache, des gros sourcils, elle est handicapée, mais elle a quelque chose comme ça qui impose sa beauté, et quelque chose de sexy et de séduisant et de séducteur. Donc il y a toujours cette espèce de subordination à cet amour et la révolte. Et évidemment, cette question de l'emprise, elle résonne avec l'actualité, y compris de cette semaine, avec le témoignage, même les témoignages de Judith Godrèche en particulier, et leur impact. Oui. Évidemment, les accusations, les récits qu'elle a faits, qui visent en particulier Benoît Jacot et Jacques Doyon. Vous-même, dans votre carrière de comédienne, vous avez assisté, subi d'une façon ou d'une autre, en tout cas résisté à un certain nombre de phénomènes relevant d'une forme justement de subordination, voire d'emprise? Oui, parce que c'est le lot des femmes, c'est l'histoire des femmes, c'est notre parcours. Donc je suis comme vous, tout ça, je sais pas, je pense que c'est plutôt un procès à une époque qu'il faut faire, plutôt qu'à un individu en particulier. C'est-à-dire qu'on a toutes souffert de ça. Les femmes, moi j'ai 54 ans, donc on a traversé une époque où effectivement on était encore objetisés, on se pensait libre parce que nos mères s'étaient battues pour certains droits qu'on a pensé acquis, parce qu'on avait la contraception, on votait, on avait des comptes en banque, donc on a cru, ma génération, on s'est un peu reposé sur les lauriers des précédentes, et puis d'un seul coup, on s'est réveillé, les trentenaires étaient arrivés, elles ont dit non, on dit non à ça, et nous on s'est dit ah ouais, putain, on a réalisé qu'on était objetisés encore et qu'on était toujours ces femmes-là. Mais donc oui, j'ai vécu ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit que des noms sortent, que des comédiennes disent ces noms, c'est-à-dire que pour vous, le cinéma français qu'on avait regardé avec le mouvement MeToo, qui ne l'avait pas fait finalement, ce mouvement, ce pas en avant MeToo, aujourd'hui, il est fait, il se fait? Oui, ça se fait partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conscience de toutes les femmes du monde. Sans doute il y a des vertus dans les réseaux sociaux que je déteste, mais il y a aussi cette vertu qui fait qu'en fait on se rend compte qu'on est tout ensemble, qu'une parole libérée
nous fait prendre conscience qu'on n'est pas seul et que finalement, ça nous éveille. Il y a un éveil de conscience qui est en train d'avoir lieu. Je suis pour tout ça. Et puis, je trouve qu'il faudrait modérer parfois les choses et faire les procès plutôt d'une époque. C'est-à-dire que dans ce qui est arrivé à Judith Godrèche et M. Benoît Jacot, je me sens responsable. J'étais moi aussi à cette époque-là et mes parents, qui étaient des parents intellectuels, comme ceux de Judith Godrèche, me laissaient, comme Judith Godrèche à 15 ans, parcourir l'Europe avec des plus vieux messieurs que moi. Et bien que c'était des gens cultivés, justement, ils étaient cultivés et c'était un peu, on descendait de mai 68, tout ça. Donc il y a une culture qui fait que tout ça était possible. Et moi, je suis d'avis de regarder vers l'avant et d'avoir espoir vers l'avant. Merci Elena Nogueira. Et ce que vous racontez d'ailleurs à votre propos et à propos de votre histoire, vous dites que justement pendant toutes ces années, ce qui vous a protégé aussi en grande partie, dites-vous, c'est la lecture, c'est la littérature. Vous lisiez beaucoup, vous continuez de lire beaucoup et vous continuez donc de lire aujourd'hui sur scène à la Scala de Paris, la littérature est les lettres de Frida Kahlo massive. Jusqu'au 23 juin à la Scala de Paris. Il faut aller vous voir et vous écouter. Et vous avez même un hommage en dessin par notre ami Dortel Schulz. Oui, je pensais à son monosourcil iconique. Donc moi aussi, je me sens seule. Merci Elena Nogueira. On va maintenant retrouver un individu qui, lui aussi, a soif de savoir et de découverte. C'est l'insatiable David Cassel-Lopez. Vous allez voir, il pose une fois encore une grave question. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de myopes ? Pourquoi y a-t-il de plus en plus de myopes ? Pendant presque toute ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir une très bonne vue. Et puis, il y a quelques mois, je suis allé chez l'ophtalmologue qui m'a dit que j'étais en réalité légèrement myope. Ça m'a fait un tout petit peu de peine, même si je sais aussi que ce n'est pas très original, puisqu'il y a de plus en plus de gens sur la Terre qui sont myopes. En 50 ans, la proportion de myopes en Europe, par exemple, est passée de 20 à 40%. Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, plus de 80% des jeunes adultes sont myopes. Et à Séoul, en Corée, 96,5% des garçons de 19 ans le sont. Mais alors, pourquoi il y a de plus en plus de myopes ? Eh bien, nous allons voir. Intéressant. La myopie, c'est un trouble de la vision qui fait qu'on voit bien de près, mais pas bien de loin. C'est dû à une légère déformation du globe oculaire qui, au lieu d'être rond comme un ballon de football, est légèrement allongé comme un ballon de rugby. On a longtemps pensé que ce qui produisait cette déformation, c'était le fait de passer beaucoup de temps à lire des choses de près. Et c'est vrai que d'une façon générale, les gens qui lisent beaucoup ont tendance à être plus souvent myopes que ceux qui lisent moins. Mais les chercheurs pensent à présent que ce n'est pas la raison principale susceptible d'expliquer l'augmentation du nombre de myopes sur Terre. Non, la raison principale, c'est le fait de rester en intérieur. Et oui, lorsque nous sommes enfants et donc en pleine croissance, nos yeux ont besoin d'être bien exposés à la lumière du jour. Pourquoi ? Eh bien parce que la lumière stimule dans nos yeux la création de dopamine, une molécule qui, entre autres choses, a pour effet de réguler la croissance de l'œil en la stoppant au bon moment et en l'empêchant donc de devenir trop étiré, ce qui, on l'a vu, crée la myopie. Des études menées en Asie ont ainsi montré que les enfants qui passent quelques heures dehors chaque jour ont moins de risques de devenir myopes que les autres. Donc si vous ne voulez pas que vos enfants soient myopes, eh bien sortez-les. Quant à moi, j'ai acheté des lunettes qui ont rendu mon visage plus sexy et m'ont donné l'air plus intelligent. Donc au fond, je suis bien content d'être un petit peu myope. Intéressant. Bravo David Cassel-Lopez, c'était très très intéressant comme chaque semaine. Bonsoir Alix Van P, ravi de vous retrouver. Vous nous racontez ce soir Alix l'histoire d'une Miss Japon qui, sitôt couronnée, a remis sa démission. Et oui, il y a 2 semaines à Tokyo, Carolina Shiino devenait Miss Japon. Donc pour cette jeune femme de 26 ans, naturalisée japonaise au mois de septembre, c'était une victoire très très symbolique. Car en fait, cette jeune femme Shiino est née de parents ukrainiens. Elle a emménagé au Japon à l'âge de 5 ans lorsque sa mère a épousé un homme japonais. L'histoire avait très bien commencé sur la scène du concours. Miss Japon a explosé de joie. Elle a expliqué qu'enfin, elle se sentait acceptée dans un pays où, dit-elle, on lui a toujours fait sentir ou dit qu'elle n'était pas assez japonaise. Shiino a été couronnée, comme vous pouvez le voir, devant
un immense décor qui représente la grande vague de Hokusai. Et avec le recul, cette vague très menaçante qui représente l'impermanence du monde ne lui a vraiment pas porté chance. Sur les réseaux sociaux, il y a des internautes japonais qui ont immédiatement posté des commentaires xénophobes. On lui a reproché de ne pas représenter, je cite, la beauté japonaise. Certains ont cru à une élection politique qui était destinée non pas à célébrer la beauté d'une femme, mais à soutenir un pays, en l'occurrence l'Ukraine. La mini-tempête aurait pu s'arrêter là, mais elle a repris de plus belle quelques jours plus tard, quand le Shukan Bunshun, un célèbre hebdomadaire à scandale, a rapporté que Carolina Shiino avait eu une liaison avec un homme marié. Alors, depuis la France, pays qui est réputé très très tolérant envers l'adultère, même lorsque ça concerne un président en activité, l'information peut sembler totalement anecdotique. Au Japon, elle n'est pas du tout anecdotique. La belle Miss a fini par avouer, oui, elle savait que le médecin qu'elle fréquentait avait une épouse. Et alors, comme le veut la coutume dans l'archipel, elle s'est excusée publiquement sur Instagram et elle a ensuite rendu son diadème ce lundi. Shiino n'est ni la première ni la dernière femme à voir sa vie privée exposée comme ça dans le Shukan Bunshun. En 2016, c'était un député japonais qui se voulait d'ailleurs exemplaire, qui avait trompé sa femme enceinte et qui avait subi le même sort. Pour se faire pardonner, il avait promis, je cite, qu'il prendrait soin de sa femme pour le restant de ses jours. Visiblement, il n'y avait pas pensé avant de la tromper. Il s'était ensuite prosterné pour vraiment montrer au monde entier la honte. Espérons que la jeune Carolina Shiino prendra soin d'elle après ce cyclone médiatique. En tout cas, en renonçant à sa couronne, elle prouve à ses détracteurs qu'elle est bien japonaise sur son passeport, mais aussi dans sa tête. Merci, Alix Van P. Et oui, elle est bien japonaise, n'est-ce pas, Dorthe Schultz? Oui, pour la consoler, le Japon donne un nouveau titre à son ex-Miss. Oui. On a... Merci, Dorthe. Merci beaucoup pour ce point final. Merci à tous, mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'incontournable Elisabeth Quint, bien sûr. Et on va se quitter en musique avec un clin d'œil à l'un de nos débats de ce soir, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les manœuvres de Vladimir Poutine pour déstabiliser les élections en Occident. Eh bien, on va sortir la boule à facettes après tous ces samedis soirs. Et on va réécouter Rasputin, bien sûr. Bon AM. Tchuss.